Bonjour et merci de participer à cette séance sur les perspectives d'investissement dans les startups et pour les investisseurs. Nous espérons couvrir le sujet en moins de 15 minutes puisque d'autres intervenants prendront le relais. La présentation sera faite en anglais uniquement. Et à ce stade, j'aimerais que l'on procède dans l'ordre de la taille des investissements. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord donner la parole à Claire Munk. Claire Munk, à l'instar d'autres intervenants, ont étudié soit aux États-Unis, soit au Canada. Et c'est votre cas. Et c'est là que tout se passe, outre-Atlantique. Claire, je vais vous demander de vous présenter et de nous expliquer ce que fait votre organisation pour octroyer des investissements aux startups. Bonjour, je m'appelle Claire, je travaille dans le milieu des business angels. Depuis environ 20 ans, j'ai été responsable d'une organisation de business angel. Ensuite, j'ai rejoint B-Angel, un groupe qui aide les petites entreprises et les startups à se lancer. Ces business angels, ce sont des particuliers qui investissent leur argent dans l'achat de parts et d'actions dans des petites entreprises. Ils fournissent donc un capital à ces entreprises et en attente, eh bien, un retour sur investissement en fonction apporte aussi le soutien de leur réseau. Et lorsque vous êtes entrepreneur, c'est important de pouvoir compter sur ces personnes qui ne se contentent pas d'être des investisseurs, mais qui souhaitent apporter une valeur ajoutée à ces investissements. Alors, notre organisation vient de fêter son 21e anniversaire. Nous organisons des événements où des entreprises peuvent venir se présenter. Ces entreprises ont été présélectionnées parmi une centaine d'entreprises et les investisseurs eh bien, peuvent ensuite décider d'investir seuls ou de co-investir avec d'autres représentants de la communauté. La plupart des entreprises en sont à leur premier cycle de financement. Certaines entreprises viennent de démarrer, disposent d'un coussin financier obtenu de la part de leurs proches. Et en fait, nous intervenons, à l'instar de leurs proches et des membres de leur famille, à un niveau, au niveau initial de la création de l'entreprise. Et en général, eh bien, ces entreprises comptent sur l'équipe pour les soutenir, puisqu'elles n'en sont qu'au balbutiement dans leurs activités. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, un moteur pour les investisseurs, c'est la nouveauté. Ils apprécient tout ce qui fait bouger les choses, ce qui est à même de bousculer les tendances et de changer le monde. Donc le deep tech, l'intelligence artificielle, ce sont des sujets qui parlent aux investisseurs. La technologie, ça leur parle, car la technologie est apte à bousculer les choses. Cela dit, ils ne connaissent pas nécessairement bien l'intelligence artificielle. Nos investisseurs, eh bien, proviennent d'horizons différents. Ils peuvent être entrepreneurs ou avoir été entrepreneurs pour 50% d'entre eux. 50% d'entre eux, eh bien, sont des managers et travaillent avec l'innovation. Et en général, eh bien, ils deviennent d'abord mentors avant d'être business angels.
Et c'est vrai que pour ces investisseurs, maîtriser le sujet est parfois crucial avant de se lancer. Le délai aussi de mise sur le marché dans le domaine de l'intelligence artificielle est très long. Il faut beaucoup de recherche avant que la technologie ne soit mise sur le marché et commercialisée. Lorsque vous êtes actionnaire de cette entreprise, eh bien, les délais aussi seront relativement longs et parfois la longueur des délais eh bien, constitue un obstacle pour certains investisseurs. Afin de les rendre plus actifs, on peut imaginer qu'ils travaillent avec des partenaires qui diminueront le risque de l'investissement, qui feront de ponts avec les centres de recherche, les universités, des gens qui connaissent bien aussi la propriété intellectuelle et puissent l'expliquer et se mettre dans l'impôt d'un investisseur en donnant ces explications. Et puis, les investisseurs doivent pouvoir aussi être capables de réinvestir dans de nouveaux contrats et de sortir aussi du jeu en tant qu'investisseur, en tant que particulier. Au bout de 10 ans, on souhaite parfois retirer ses billes de l'entreprise et recycler ou réaffecter son capital. Donc voilà le sujet sur lequel je travaille, à l'instar des autres intervenants. Et je pense que l'intelligence artificielle, eh bien, c'est un domaine effectivement qui recèle de technologies nouvelles et bousculantes. Alors, nous allons vous demander de vous présenter, de présenter votre entreprise. Merci Claire. Moi, par contre, je n'ai pas étudié aux États-Unis. Ça fait partie de ma liste de choses à faire, mais moi, je suis un expert en technologie. J'ai étudié à l'ULB, j'ai étudié pour devenir ingénieur civil, mais au fil de ma carrière, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais un certain talent pour expliquer comment la technologie pouvait être utilisée à des fins de création de valeur ajoutée, à des fins de création de valeur pour la société. En 2008, j'ai rejoint la société McKinsey à Louvain-la-Neuve et j'ai aidé cette entreprise à transformer la propriété intellectuelle de leur centre de recherche pour créer de nouvelles solutions pour leurs clients. À l'époque, je me suis aperçu qu'on pouvait, ici en Belgique, faire de la technologie. McKinsey, à l'époque, avait une équipe de 300 collaborateurs, étaient présents aussi ailleurs dans le monde. On ne se voyait pas comme des petits Belges qui essayaient de rivaliser avec les grands Américains. Mais l'autre facette de la médaille, c'est qu'en 2015, McKinsey a délocalisé ses bureaux aux États-Unis et en Inde. Et là, je me suis dit, si les Belges veulent être ambitieux, ils ne doivent pas avoir peur de ce qu'ils font. On est dynamique, on a l'énergie nécessaire pour oser, mais encore faut-il pouvoir garder nos entreprises ici en Belgique. En 2019, j'ai travaillé avec notre Premier ministre Alexander De Croo et ensemble, nous avons réfléchi à la stratégie intelligence artificielle de la Belgique. Nous avons été les auteurs d'un rapport sur le sujet, un rapport que je vous invite à consulter, qui explore les capacités qu'a la Belgique à créer des entreprises. Et puis, j'ai créé Highway AI. Nous aidons
les startups à lancer leurs activités. Nous travaillons avec 3 profils d'investisseurs. Les universités, tout d'abord, parce que nous avons plein de bonnes idées, plein d'experts informatiques, plein de bonnes universités avec lesquelles nous collaborons. Mais bien sûr, il faut aussi, à partir de ces idées, créer des produits qui feront la différence. Nous travaillons aussi avec des sociétés, des entreprises informatiques de niche. Et je pense que ce matin, on a eu des représentants de B12, Sagacity 5, des représentants de petites entreprises qui ne comptent qu'entre 10 et 100 collaborateurs. Et ces entreprises sont de véritables moteurs de l'innovation et créer des produits qui sont mis sur le marché. Et puis nous travaillons aussi avec des personnes qui parfois n'ont pas le réseau, n'ont pas le carnet d'adresses pour lancer un produit compétitif sur le marché. Donc Highway AI travaille avec tous ces profils. Nous sommes assez polyvalents. Nous aidons ces personnes à comprendre leur potentiel de marché et lorsque ces personnes s'adressent à Claire et à d'autres, eh bien Claire peut tout de suite comprendre quel est leur potentiel. Nous veillons à ce que toute l'équipe soit prête à lancer un produit concurrentiel sur le marché. Cela nécessite un travail en amont assez important. C'est un grand facteur de succès de la start-up. Et puis enfin, nous veillons à ce que les financements parviennent à l'entreprise aussi rapidement que possible, car dans ce domaine, il faut être rapide si on veut réussir. Il n'y a aucune idée auquel j'ai été confrontée ces 2 dernières années qui n'ait pas été partagée par d'autres personnes sur la planète. Donc il faut être rapide et plus on est rapide, plus on a de possibilités de réussir. Adrien, merci de vous présenter, de nous expliquer ce que vous faites. Eh bien, Adrien van der Bort, moi j'ai un profil plutôt financier. J'ai travaillé pendant quelques années pour une société de consultance et puis je me suis dit pourquoi ne pas me réorienter, me concentrer sur les startups. J'avais envie de bouger et j'ai rejoint le fonds Théodorus. Et Théodorus, eh bien, c'est un fonds de capital risque. En fait, c'est un fonds qui investit à un niveau très précoce dans une société qui présente un niveau de risque élevé. Donc si on investit tôt dans une entreprise qui présente un niveau de risque élevé, ça veut dire qu'on doit être récompensé pour cette prise de risque, bien plus qu'on ne le ferait si on investissait dans une entreprise dont le profil de risque serait moindre. Mais pour autant, n'ayez pas peur de vous tourner vers nous. Nous collaborons avec l'université ULB et on s'est aperçu que les technologies qui avaient réussi, en fait, avaient été portées par des personnes qui s'étaient adressés à nous 2-3 ans avant que les investissements leur soient consacrés. Donc si vous avez des projets, si vous avez besoin de financement, sachez que ce n'est jamais trop tôt que pour vous tourner vers notre société et nous pourrons vous orienter vers les bonnes personnes dont certaines sont déjà présentes parmi nous aujourd'hui. Alors, que faites-vous pour simplifier la vie des entrepreneurs qui s'adressent à vous? Et pourquoi est-ce que ça vous prend 2-3 ans avant d'investir? Eh bien, parce que lorsque nous rencontrons ces entrepreneurs en herbe, parfois ces entrepreneurs en herbe ne savent pas sur
quel marché ils vont s'installer et se pose la question de savoir est-ce que l'on s'adresse à un marché de niche, est-ce que notre produit fera la différence sur le marché. Donc dans un premier temps, il faut voir quelles sont les opportunités qu'offre la technologie proposée et choisir le bon marché. Et puis parfois, on a une vision trop cloisonnée des choses. Il faut pouvoir tester le projet en dehors de sa zone de confort pour proposer la bonne solution. Donc en fait, il teste vos idées de projet sur vous. Alors une fois que vous avez investi, dans un deuxième temps, vous ferez appel à des grands groupes d'investissement comme celui que vous représentez, n'est-ce pas, Wim? Vous pouvez, voilà, bonjour, je m'appelle Wim de Waal et à l'instar de José, je suis dans le circuit depuis pas mal de temps. J'ai travaillé pour une entreprise de logiciels au début de ma carrière et je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses aux États-Unis, certes, pas tant à l'université que au cours de mes fonctions dans une entreprise américaine de logiciels où j'ai dû créer des modèles commerciaux et faire passer une bonne idée à un produit d'entreprise crédible. Et puis je suis revenue en Europe et avec Bart, j'ai travaillé dans un centre de recherche où nous avons mis en place un programme accéléré pour que des entreprises investissent dans des entreprises de capitaux à risque. Et puis, je suis devenue business angel au même moment. Et pour ne pas répéter ce qui a été dit, j'investis aussi dans un fonds de capital risque actif dans le domaine des technologies, SmartFin Capital, qui est géré par un ancien entrepreneur. Et aujourd'hui, j'aimerais formuler deux remarques. C'est vrai, travailler avec des investisseurs en amont, à un stade très précoce, c'est toujours intéressant. Mais je pense qu'à un certain moment, ils se tourneront vers les entrepreneurs, se tourneront vers les business angels, vers leurs proches, leurs familles. Et c'est surtout le cas en Europe. Aux États-Unis, je pense que les entrepreneurs en herbe sont plus aventureux. Et investir dans des technologies, dans des idées, c'est parfois un petit peu compliqué ici en Europe. Les gens se projettent sur la base d'un schéma financier, se demandent s'ils auront des clients. Et c'est peut-être trop optimiste que de se dire que à un stade très précoce, dès qu'on termine ses études, on se renseignera sur les possibilités d'investissement. En fait, ces entrepreneurs en herbe essayent aussi de comprendre si vous, en tant qu'investisseur, vous avez un profil fiable, vous les aiderez à progresser. Et puis, un autre message que je tiens à transmettre, c'est le suivant. On ne réussit pas tout du premier coup. C'est une des grandes licornes ici en Belgique, Deliverec. Eh bien, ceux qui ont monté cette entreprise, en fait, faisaient partie de notre centre de recherche il y a 12 ans. Ils avaient mené à l'époque un projet de plateforme technologique appelé Serena2 et ils avaient pour but de bâtir un logiciel, une plateforme technologique qu'ils ont essayé de vendre. Ils se sont plantés parce que c'était trop tôt, le marché n'était pas prêt. Ils ont essayé de lancer cette technologie qui n'était pas une application, mais ils ont appris beaucoup de choses. Alors,
les développeurs de logiciels se sont plantés, ils se sont lancés dans la création d'une autre entreprise, Poseus, un système de point de vente sur iPad reposant sur une application. L'application a rencontré un très beau succès et eh bien, ce fut un des plus grands succès de notre portefeuille d'entreprise. Ensuite, ils ont été vendus à une entreprise américaine. À l'époque, il y a 6-7 ans, eh bien, les évaluations, les notations que recevaient ces sociétés belges étaient très faibles. Mais les Américains, eux, ont perçu la valeur ajoutée de cette entreprise, ont mis la main au portefeuille, ont offert 2 fois le prix qu'aurait proposé quelqu'un ici en Belgique. Et 25 millions de dollars, évidemment, c'est une proposition à laquelle il est difficile de résister. Très difficile de résister à ce genre de proposition. Ici, en Belgique, il n'y a pas d'impôt sur les gains en capitaux. Donc, si vous vendez votre entreprise pour un montant de 25 millions d'euros, vous avez 25 millions d'euros dans votre poche. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, souvent, les entrepreneurs belges, eh bien, n'hésitent pas à revendre leur entreprise à des étrangers. Oui, on a ici en Belgique un système fiscal un petit peu bizarre, effectivement. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, tel fut le parcours de ces entrepreneurs en herbe qui ont ensuite créé Deliverec et qui ont eh bien, appris beaucoup de choses. Entre-temps, ils ont 35 ans, ils ont monté une entreprise dans laquelle ils ont injecté leur propre argent. Ils ont pu eh bien, dire aux investisseurs voilà quelle est la notation de leur entreprise, voilà le type d'investissement ou le montant d'investissement dont on a besoin. Donc cette plateforme fait le lien entre les restaurants et les consommateurs, hein, donc très utile pendant la pandémie. Donc, bon, moi, ce que je tiens à dire, c'est que on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Il faut pouvoir se créer un réseau et accepter eh bien, que le projet échoue. Et puis parfois, c'est beaucoup plus tard que l'on rencontre les grands investisseurs. Deuxième remarque, et puis je passerai la parole et je me tairai. Alors, avant que vous ne passiez à cette deuxième remarque, lorsque ça fait 12 ans que vous préparez le montage de votre entreprise, lorsque vous en êtes à votre première entreprise, ce qui compte, c'est d'être prêt et de faire en tant que cofondateur. Donc, je pense que il faut féliciter eh bien, ces jeunes pousses dont vous nous parlez, ces fondateurs qui sont devenus des entrepreneurs exceptionnels. Oui, c'est vrai qu'ils ont, même s'il n'y avait pas eu la pandémie, eh bien, leur projet aurait réussi. Ils étaient là au bon moment, avec le bon produit, et puis ils disposaient aussi des connaissances et des outils technologiques qu'ils avaient conçus au préalable. Et puis, deuxième remarque, lorsque on se demande pourquoi les entreprises européennes sont rachetées par des entreprises américaines, eh bien, c'est parce que leur croissance n'est pas assez rapide. Elles ne se tournent pas suffisamment rapidement vers le marché international et n'évoluent pas au même rythme que leur homologue asiatique ou américaine. Et puis, notre structure de fonds de capitaux à risque n'est pas suffisamment grande pour appuyer des entreprises telles que Deliverec. Ils ont pu compter sur un investissement de l'ordre de 150 millions d'euros de la part d'entreprises asiatiques et américaines. Et moi, il y a quelques années, j'ai lancé une initiative pour que le gouvernement belge applique le modèle danois où le gouvernement dit aux compagnies d'assurance, vous pouvez investir vous ne pouvez pas investir dans des fonds de capitaux à risque parce que le profil de risque est trop grand, mais
si vous perdez de l'argent, eh bien, on sera là pour vous renflouer. Et donc, il y a de l'argent qui est investi au Danemark dans des fonds de capitaux à risque. Et on a en Belgique ce qu'on appelle le fonds de croissance belge, qui s'inspire de ce modèle danois et qui nous permet d'investir dans des plus grandes entreprises. Par exemple, Fortino, qui peut investir de gros montants dans une entreprise de l'ordre de 25 millions d'euros. Mais bon, cela n'a rien à voir avec les plus grands fonds. Donc les structures européennes sont plus petites. Mais bon, voilà, ça c'est peut-être le moindre des soucis d'un jeune universitaire qui a besoin de business angel. Donc voilà, faire croître une entreprise, ce n'est pas simple ici. Pass the microphone to Superman called Bart Bex, because if we are talking about finding billions, Bart is the guy, he's the elephant in the room. If you need a lot of money, talk to Bart. He will explain why he's the elephant in the room today. No, I'm Don't forget to introduce yourself first. Yeah, I'm Bart. So I'm here. The organizations that I'm involved in are a bit in different domains. One is related to healthcare. That's not the one with the billions, but it's called eHealth Venture. It's an incubator, accelerator, and soon also a fund related. Nous avons un fonds notamment lié à la santé numérique, à des applications numériques dans le domaine de la santé avec diverses entreprises. Nous avons commencé en Belgique il y a 2 ans avec 8 investissements, donc on fait encore nos premiers pas. Nous travaillons notamment sur l'incubation d'idées basées sur la recherche et je suis également président d'Euractiv, qui est une autre organisation, qui est une entreprise de médias européens. Et mon entreprise est tout à fait... Nous avons le vent dans le dos en ce moment. Il y a des politiques européennes qui parlent de ce que nous faisons, notamment avec les entreprises de l'ECE. Donc nous avons notamment des médias indépendants en Ukraine qui sont partenaires de notre organisation. Et nous travaillons également sur des programmes d'innovation et d'incubation avec des incubateurs qui permettent à peu près 30 projets par an d'être financés avec 100 000 euros, notamment sur les collaborations transmédia. Donc, il est possible de travailler sur l'innovation dans le domaine des médias entre différents pays. Et il y a ensuite une troisième organisation dans laquelle je suis impliquée, qui s'appelle le Conseil européen de l'innovation. Et ce conseil, en fait, c'est celui qui a le plus de moyens. Il a été lancé il y a 2 ans et nous sommes opérationnels depuis 2 à 3 mois. C'est un programme de l'UE pour s'attaquer exactement à ce dont mon collègue a parlé. C'est-à-dire, il faut trouver un business angel accéléré, mais quand vous êtes dans le domaine de la technologie, les choses sont souvent un peu trop lentes. Donc, le Conseil européen de l'innovation a une dotation de 10 milliards, 3 milliards d'investissements directs, et c'est la première fois que la Commission européenne investit directement dans des startups. Donc, il y a 3 milliards d'investissements qui sont réservés pour des investissements directs. Et il y a 3 milliards supplémentaires qui sont ensuite liés à l'accélération et à la recherche. Donc, avec des activités de transfert technologique et un poste lié à l'ERC et à la recherche. Donc, ce sont les 3 organisations pour lesquelles je travaille avec une grande ambition. La bonne chose, c'est que 5 licornes européennes, je crois qu'au total, on en a 50 à 60 des licornes en Europe, et 5 d'entre elles sont financées depuis 2 cycles au moins par l'ERC. Donc c'est un bon par l'EIC, pardon, c'est une bonne ressource. Félicitations à l'EIC. Il me semble que les institutions européennes, si je me souviens bien, vous aidez les entreprises lorsqu'elles connaissent une belle croissance. L'EIC, comme vous l'avez dit, encourage maintenant pour une intervention directe des autorités dans le capital de start-up une fois qu'elles sont suffisamment grandes. Mais vous aidez également les jeunes entrepreneurs, même au stade du simple projet. Pas seulement en les aidant financièrement avec de petits montants pour leur permettre de construire leur plan commercial ou de transformer une idée en une entreprise concrète, mais vous les aidez également à se connecter avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux du panel d'aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe, pour faire en sorte qu'ils puissent vraiment trouver une niche pour leur projet, trouver de l'aide.
notamment par le biais d'autres entrepreneurs qui peuvent se transformer en business angel. Tout à fait. En fait, il y a 3 grands éléments. Celui que vous venez d'écrire, c'est le programme qui s'appelle Pathfinder, qui vous aide à trouver votre chemin, comme son nom l'indique. Donc, pour que vous soyez un acteur dans lequel on peut investir dans la prochaine phase. Et l'EIC a également une bonne combinaison entre un investissement en capital direct, mais aussi lorsque des entreprises ou des projets ne sont pas prêts à un investissement privé, on a la possibilité d'avoir des investisseurs qu'on appelle anchor, donc des autres institutions. Et l'EIC tente de trouver d'autres investisseurs et des investisseurs traditionnels. Donc, l'idée et de faire en sorte de trouver donc des acteurs, notamment de la deep tech, qui sont en mesure d'apporter du soutien. Merci beaucoup. Selon vous, quels sont les grands succès du programme précédent? Vous avez dit que votre programme s'est lancé il y a maintenant 3 mois, mais il y avait aussi un programme Horizon 2020 qui a été prolongé pendant un an et demi avant que l'EIC ne soit prêt à agir. Alors, selon vous, quelles sont les 2 à 3 entreprises dans la deep tech et dans l'IA que l'EIC ou que le programme précédent a pu aider? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, je ne veux pas parler d'entreprises individuelles, mais il y a 3 domaines pour lesquels on a vraiment bien réussi. On a vu une accélération en termes d'investissement. Le premier domaine, c'est la santé. Je sais que vous en avez tous beaucoup parlé déjà. Et en Belgique également, la santé, ça a été un beau succès, en Europe d'une manière générale aussi. Deuxièmement, il y a la question de la facilitation du Green Deal. L'un des problèmes qu'on a en Europe, si on fait un pas en arrière, qu'on regarde les choses de loin, il y a 3 grands types de plateformes de distribution. La première concerne la distribution des services et de contenus. Généralement, ce sont des plateformes de distribution qui sont propriétés de Facebook, Google, d'Apple, et l'Europe n'est pas propriétaire de ce genre de plateforme. Donc, il y a un problème de souveraineté technologique. Donc, ça, c'est un problème. Et puis, on pourrait dire la même chose pour la distribution énergétique également. Actuellement, nous vivons dans un contexte où il faut réfléchir, revoir la distribution énergétique. C'est important pour l'Europe, c'est important partout dans le monde, et l'Europe dépend très fort du gaz russe ou de l'énergie nucléaire. Et on voit soudain, donc l'Allemagne par exemple a décidé, donc en 3 semaines, il y a des changements énormes qui sont décidés, notamment en Allemagne. Et donc ça, c'est une autre plateforme très importante. Et la troisième, c'est celle qui concerne l'informatique deep tech, donc l'IA. On travaille beaucoup sur l'informatique quantique, et puis il y a aussi tout ce qui peut, donc tout ce qui est protocole, les crypto-monnaies, les NFT pour d'autres éléments, la finance décentralisée, etc. Donc ça, c'est peu connu, mais c'est vraiment très intéressant de voir que la plupart d'entre nous allons traverser une vague d'innovation du Web 3.0. C'est vraiment une grande chance pour nous. Nous avons connu la première, la deuxième et la troisième vague. Tout le monde sait que on a un peu peur, évidemment, de rater le coche. C'est vrai qu'en tant que pays, la deuxième vague, on a un peu effectivement raté le coche. Il faut vraiment, je pense, maintenant investir très tôt sur la troisième vague, notamment pour la deep tech. Parce que là, nous avons un avantage compétitif que nous sommes susceptibles de pouvoir défendre. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous prêchez définitivement clairement pour ma paroisse. Je travaille maintenant pour Bit4You, ce qui est donc l'une des plateformes locales en la matière. J'ai beaucoup aimé dans votre intervention et dans l'intervention de Wim que vous avez parlé de certains des succès que vous avez pu constater. Alors, je vais demander à mes 3 autres panélistes, est-ce que vous pouvez nous parler de vos succès avec B-Angels, avec Highway AI? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez fait
et sur ce qui pourrait être une source d'inspiration pour d'autres à l'avenir. Oui, alors je voudrais rester concentrée sur cette thématique. Comme je l'ai déjà dit, B-Angel n'est pas dépendant d'un secteur. Nous avons eu plusieurs entrées en bourse, etc. Et je pense qu'il y a un domaine plus particulièrement intéressant qui est lié à la thématique du jour, à savoir l'intelligence artificielle. Nous avons une entreprise de portefeuille qui s'appelle Musimap. C'est une entreprise qui s'était spécialisée dans la compréhension des émotions au moment d'écouter la musique grâce à l'intelligence artificielle. Alors, Spotify, par exemple, seulement 5% du catalogue musical du monde est disponible. Donc les gens écoutent tous la même chose tout le temps et sont encouragés à écouter toujours le même catalogue. Musimap a été créé il y a 20 ans par un musicologue qui a essayé de mettre un nom sur les émotions et les sous-émotions que l'on ressent en écoutant différents types de musique, différents genres et sous-genres. Chaque chanson, chaque piste a été analysée et ils ont créé une entreprise sur cette base. Je crois qu'on a parlé déjà de l'aspect à long terme de l'entrepreneuriat, mais donc ça a été lancé pendant son doctorat et il a ensuite continué pendant 20 ans avant de créer son entreprise. Entreprise qui a été acquise l'été dernier par Utopia, qui est une entreprise suisse qui monte en ce moment. Et il y a effectivement beaucoup de défis dans l'industrie de la musique, sur le marché de la musique. C'est important de créer de la valeur à partir du catalogue des musiciens. C'est important de travailler sur le merchandising, sur la génération de revenus. Donc il y a vraiment une révolution actuellement avec beaucoup de nouveaux acteurs. Et ça a été vraiment une réussite qui a été particulièrement intéressante avec une entreprise technologique vraiment de pointe, qui a eu des défis pour trouver son marché, qui a eu du mal peut-être à déterminer exactement comment se commercialiser, qui était le bon client. Et puis au final, elle est arrivée à un moment où c'est devenu quelque chose de très important, de réussir à se différencier de la concurrence en étant capable de taguer automatiquement des centaines de millions de pistes pour différents utilisateurs, aussi pour être en mesure de déterminer la personnalité, etc., sur la base de votre playlist Spotify. Donc c'est des choses qui sont aussi assez ludiques. Oui, je me rappelle d'eux en fait parce que je les ai rencontrés plusieurs fois au cours des 20 dernières années et croyez-le ou non, c'est un petit monde et ça a été l'une des premières mises en œuvre de l'IA pour le grand public. Et je sais qu'ils réussissent très bien aujourd'hui, c'est notamment grâce à vous et grâce à leurs nouveaux partenaires. Tout à fait. Alors en fait, il a lancé, comme je l'ai dit, son entreprise il y a 20 ans. On a commencé à investir en tant que business angel en 2014, je pense. Et puis nous avons des fonds de mise à l'échelle. Donc post-business angel, pré-capital risque. Et nous avons investi, je crois, encore une fois en 2018. Et nous avons ensuite, nous sommes sortis de cet investissement en 2022. Oui, je crois que il y a eu une entreprise de musique qui s'est lancée en 96 et puis nous avons fait faillite en 2003. Ça fait partie du jeu. Hein. Mais à l'époque, ce monsieur était là aussi, le monsieur de Musimap était là aussi pour nous donner des conseils à ce sujet. Donc je suis vraiment content de voir que les choses ont bien fonctionné pour lui. Et c'est ce dont on a parlé avec Wim. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, il faut du temps pour réussir. Et dans l'entrepreneuriat, on dit que le succès instantané prend 15 ans, mais quand il faut 15 à 20 ans pour réussir, eh bien, c'est à peu près la norme. À part de très rares exceptions, il faut compter 2 décennies. Georges, pourriez-vous nous en dire plus sur votre grand moment de fierté en tant qu'entreprise? Oui, Highway AI a été créé en 2021. Alors, on n'a pas encore de licorne. Ça viendra. Hein. Faut pas manquer d'ambition. J'espère qu'il ne nous faudra pas 15 ans pour y arriver, mais pourquoi pas. Il y a 2 choses dont je suis très, très fière depuis que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, c'est que j'ai rencontré des dizaines de personnes qui ont vraiment des idées exceptionnelles, une énergie incroyable, mais qui ne vont nulle part. D'une part, il y a Sébastien Leclerc qui a 50 ans. C'est vraiment un technologue qui s'est formé lui-même, issu de l'immigration. Il s'est battu toute sa vie. Il est parti de rien. Il a fait beaucoup de progrès. Il a trouvé des méthodes, des manières d'avancer.
Et ces derniers temps, il a dépensé des centaines de milliers d'euros de ses fonds propres pour lancer une entreprise et il n'est allé nulle part. Moi, j'ai passé 6 mois avec Sébastien pour retravailler sur ses idées et faire en sorte qu'il soit possible d'investir dans ces idées, donc que ce soit investible, on va dire, et grâce au soutien de Claire et d'autres Angels, il est maintenant sur la bonne voie pour être la prochaine licorne. Et c'est vraiment ça qui me pousse à me lever le matin, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait aller au bureau et qui me rend fière de ce que je fais. Quand vous dites... Enfin, selon vous, quelle est la partie la plus frappante de... Qu'est-ce qu'il fait exactement, en fait, ce monsieur? Alors, son idée, c'est que l'IA permettra de résoudre absolument toutes les questions complexes qui impliquent des données. Les données, c'est difficile à gérer, c'est difficile à gouverner. Les entreprises ont bien du mal à garder le contrôle parce qu'il faut aussi beaucoup de travail manuel fait par des êtres humains. Et donc, je pense qu'il souhaite créer un robot qui sera capable, mieux que les humains, de gérer les données. Et s'il est en mesure de le faire, eh bien, je pense que ce sera une très grande aide. Oui, effectivement, c'est ambitieux, absolument. Et puis, le deuxième exemple, parce que, donc, encore une fois, Sébastien a 50 ans, comme moi d'ailleurs, et on dirait qu'on est la même personne. On a 50 ans, maintenant on a envie vraiment d'y aller avant de faire le dernier voyage, on va dire. Le dernier voyage vers l'Italie, hein, pour prendre ma retraite, je dis pas vraiment passer l'arme à gauche, mais et l'autre personne, eh bien c'est un jeune qui vient de faire un doctorat à l'ULB. Il est très intelligent encore une fois avec un doctorat. Il a créé un cube incroyable, immersif, donc avec des technologies d'immersion. Et il a mis ça dans des maisons de retraite. Et il peut ainsi aider les personnes âgées qui souffrent de problèmes mentaux. Et c'est un produit qui devrait permettre d'éviter dans une certaine mesure des traitements médicaux. Et c'est un produit qu'il a l'intention maintenant de vendre partout dans le monde. Ça n'est pas un projet que je vais soutenir moi personnellement parce que moi je me concentre sur le logiciel et l'IA. Mais j'ai travaillé avec lui pour l'aider dans 2 domaines. D'une part... son idée a été un petit peu cannibalisée par une entreprise d'investissement de capital risque. On lui a fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues et donc du coup j'ai essayé de le débarrasser de ces mauvais investisseurs et maintenant il est sur la bonne voie pour obtenir des investisseurs sur le marché qu'il souhaite conquérir. Et pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Eh bien, ça n'est pas quelque chose qui me bénéficiera à moi personnellement, mais je pense que cette discussion et ce panel sont particulièrement intéressants. Wim l'a dit aussi. Nous pouvons mettre notre expérience au service de personnes qui veulent vraiment faire quelque chose, qui veulent agir. Et ça me rend fière et ça me donne vraiment cette impression précieuse de contribuer à l'écosystème, notamment à l'écosystème belge. Effectivement, on ne peut pas toujours personnellement bénéficier de tout, mais on peut aider l'écosystème. Et si on veut l'aider, comment il s'appelle? Oui, ça s'appelle Immersive Technology. Ils sont basés à Waterloo. Et si vous êtes intéressé, je peux vous donner son nom et son adresse. Oui, ça serait vraiment bien. J'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes. Et qu'en est-il de vous alors, Adrien? Alors pour moi, c'est un peu différent parce que ça n'est pas un entrepreneur qui a qui a lancé quelque chose à partir de rien et qui a ensuite créé une entreprise, mais c'est une entreprise qui résout les grands problèmes, tout en étant partenaire avec des universités pour réussir à résoudre certains des problèmes centraux avec l'IA. Donc c'est une entreprise dans laquelle on a investi au Canada qui s'appelle Essentia. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils détectent l'arythmie cardiaque. Donc aujourd'hui, si vous avez une arythmie ou si les médecins pensent que vous avez une arythmie, eh bien, ils vous attachent à une machine très compliquée. Il faut que les médecins soient formés pour l'utiliser et il faut porter ensuite cet appareil pendant 48 heures. On ne peut pas faire de sport, ni prendre de douche, ni rien du tout. Et pendant ces 48 heures, eh bien, on essaye de détecter cette arythmie. Et notre ami de Montréal a décidé
de mettre un patch tout simple, tout petit, beaucoup plus simple. Vous pouvez le porter pendant 2 semaines, vous pouvez vous doucher avec, faire tout ce que vous voulez, et vous pouvez détecter les arythmies sur une période beaucoup plus longue, avec un peu moins de sensibilité. Le problème qu'ils ont rencontré, en fait, c'était une question du point de vue de la praticité. Les patients trouvaient ça super, mais il a fallu beaucoup de gens derrière des écrans qui regardent les données pendant 2 à 3 semaines, qui essayent de détecter une arythmie sur les graphiques, et donc ils ont décidé de créer un partenariat avec une université pour essayer de détecter en fait avec l'intelligence artificielle les domaines dans lesquels on constate une arythmie, les moments où on constate une arythmie. Et maintenant, on essaye. Il y a généralement 10 à 15 moments qui sont détectés par l'intelligence artificielle. Un humain se penche sur ces moments-là. Et grâce à ça, eh bien, effectivement, on a pu faire passer ce projet à la vitesse supérieure en l'espace de 10 à 15 ans. Très bien. Et qu'en est-il des résultats alors? Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Est-ce qu'on vous réfère à un cardiologue ou... Oui, les résultats sont envoyés au cardiologue, effectivement, et lui ou elle interprète les données et voit quelle est la situation du patient. Très bien. Et Cynthia, vous avez dit, c'est vraiment très intéressant. Ce matin, il y a un ami qui m'a appelé et qui m'a dit que son fils avait des problèmes. Son fils a une arythmie de naissance. Et il a maintenant 15 ans et il vient d'avoir sa 4e opération à cœur ouvert. Donc ça m'intéresse beaucoup, cette question de l'arythmie cardiaque. Et je suis ravie de voir que l'intelligence artificielle peut nous aider à résoudre ce genre de problème. Et encore une fois, le succès que vous venez d'évoquer, c'est un succès qui est aussi lié au timing. Le timing, c'est très important pour l'IA et on est vraiment au sommet de la vague en ce moment. Claire nous a parlé de Musimap, et c'est vrai, c'est une question de timing. Votre poulain a commencé beaucoup trop tôt, en fait, avant que l'IA ne soit réellement disponible pour ce genre de thématique. Et Wim nous a donné un très bon exemple du timing, également avec Deliverett. Ils sont arrivés pile à l'heure, pile à temps. Les fondateurs ont pris leur temps pour vraiment arriver à point nommé sur le marché. Avant la fin de ce panel, d'ici 5 à 10 minutes, j'aimerais avoir votre opinion pour savoir ce qui, selon vous, sera la prochaine vague dans laquelle les entrepreneurs du panel et les entrepreneurs dans notre public pourront investir leur talent et investir leur temps aussi pour arriver pile à l'heure sur le marché. C'est quoi le prochain rendez-vous? Alors, je pense que dans le domaine de l'IA et des données, la réalité, c'est que la plupart des entreprises d'IA sont encore des entreprises de services. Le passage à un produit, c'est encore un rêve pour beaucoup d'entreprises. Je voudrais vous parler d'une entreprise notamment que je connais bien, qui s'appelle Robovision. Et ils utilisent en fait les systèmes de reconnaissance avec des capteurs dans différents domaines, mais principalement dans le domaine de l'agriculture. Donc ils utilisent la reconnaissance d'images et des technologies vidéo, avec des robots également pour trier par exemple les légumes ou ce genre de choses. Donc on travaille là surtout sur des processus d'automatisation dans le domaine de l'agriculture. Et ils essayent de créer un produit, mais ça reste encore très difficile aujourd'hui. Et on voit que la plupart de ces entreprises sont encore, donc 78% de leurs revenus sont des revenus générés par les services et pas par un logiciel en tant que service. Donc ça n'est pas un modèle que l'on peut pour le moment faire passer à la vitesse supérieure. Et quand on voit le marché actuellement, on voit que en termes de domaine d'investissement, on a notamment tout ce qui peut rendre l'IA plus concrète, on va dire. Donc comme essayer en fait de surveiller les modèles de données, pour les rendre plus robustes, plus solides et pour s'assurer que nous soyons capables de fournir un produit sans avoir sans arrêt besoin de scientifiques, de data scientists pour s'occuper de la mise en œuvre et de l'implémentation. Donc je pense qu'il y a vraiment des domaines très importants dans lesquels il faudra continuer la recherche, mais qui nous aideront à créer une structure pour l'industrie et qui aidera aussi l'industrie à devenir plus mature, notamment ce segment-là.
Oui, il y a une chose qui concerne le timing, une chose à laquelle j'ai pensé, liée un petit peu à ce qu'a dit Wim. Il y a une entreprise de logiciels qui s'appelle Serona qui n'a pas bien fonctionné. Et qui s'est transformée en fait en Deliveract, qui fonctionne elle très bien. Je pense à ça parce qu'ils viennent d'iMinds et à l'époque, donc on a eu une réunion quand la première start-up a échoué. Ils ont voulu lancer une autre entreprise et il y a eu une discussion au niveau du conseil en disant est-ce qu'il faut continuer à les soutenir parce que leur start-up n'a pas fonctionné. Et ça, c'était il y a 7-8 ans et c'était la mentalité à l'époque. Et maintenant, la mentalité a beaucoup évolué. Mais à l'époque, ces gens-là ont presque manqué, n'ont presque pas pu lancer leur entreprise supplémentaire, alors que maintenant, cette entreprise-là, c'est une licorne. Parce qu'au début, ça n'a pas fonctionné. Et en termes de mentalité, on a vraiment un grand changement là. Pour moi, c'est l'une des premières fois que je me suis dit, si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous êtes au conseil, vous pouvez quand même faire quelque chose de bien en étant au conseil. Et je pense que c'est vraiment important de savoir reconnaître les choses qui fonctionnent ou vont fonctionner. En ce qui concerne le timing, moi je parierais actuellement sur la santé parce que depuis 2 ans maintenant, c'est quelque chose de central dans nos vies, d'un point de vue assez négatif. On parle sans arrêt de la santé et maintenant, nous allons bientôt avoir la possibilité d'avoir des applis prédictives qui vous guident, qui vous parlent de tout type de soins de santé. On a investi dans une entreprise allemande qui s'appelle BioExplore, qui aide à détecter des premiers signes de cancer dès le début de la maladie. On a aussi diverses... on aide aussi une plateforme pour les enfants atteints de problèmes d'apprentissage. On a aussi Evoluno, c'est une appli qui aide les gens à améliorer leur santé mentale et leur bien-être émotionnel. Il y a 2-3 ans, ça existait déjà, mais c'était pas super, alors que maintenant, vous pouvez, sur votre appli, obtenir de l'aide directement. Donc, je pense que la santé, c'est particulièrement intéressant. En ce qui concerne le timing aussi, je pense que tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a dit au sujet du Web3, et puis les cryptos, etc., ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On a vraiment des entreprises très intéressantes qui peuvent être construites très très rapidement. Le Web 1.0, il fallait 10-15 ans. Le Web 2.0, il faisait 5-10 ans. Et ça va vraiment de plus en plus vite. 74 des 100 plus grandes entreprises ont été créées depuis le Web 1.0. Et si le Web 3.0 a le même impact, on verra que de toutes nouvelles entreprises feront partie des plus grandes entreprises cotées en bourse. Il nous reste 2 minutes, donc je suggère que... donc je pense que vous avez ouvert la discussion, vous allez pouvoir la conclure aussi. Qu'en dites-vous, Claire? Quel est, selon vous, le bon domaine dans lequel investir aujourd'hui? Alors, je pense que... Alors, je ne suis pas Nostradamus, c'est difficile de voir l'avenir. Personne ne peut vraiment prédire l'avenir. Mais pour en revenir à la motivation des business angels, c'est vrai qu'on veut investir, créer de la valeur financière, mais aussi avoir des vrais impacts. Et ces 2 dernières années, on a vu qu'il y a eu des énormes perturbations. On a parlé de la santé. Mais je pense que l'IA, pour moi... l'IA d'impact, on va dire, sera pour moi très important. Comme la fintech, l'accès à la finance, c'est encore un autre domaine où on a vraiment des grandes perturbations. On a une start-up récemment qui permet aux gens en Afrique d'avoir accès au crédit, de trouver un financement différent, de travailler avec les banques différemment, de gérer les données différemment. Et ça, c'est vrai à l'échelle du continent. Donc... vraiment, ces questions liées à l'impact et à la vision d'avenir. Merci beaucoup à nos panélistes. Il faut vraiment qu'on finisse à l'heure. Je crois qu'on est à peu près dans les clous. Si vous pensez que votre start-up est concernée par l'un des domaines dont nous avons parlé, eh bien, n'hésitez pas à vous adresser à nos invités. Ils sont là pour vous aider. Merci beaucoup.